Voilà, ça a toujours été un plaisir pour moi de vous retrouver pour le compte de ce magazine Rendez-vous d'Histoire. C'est votre magazine d'actualité qui vous informe et qui vous forme en même temps. Nous sommes là juste pour vous servir parce que vous informer a toujours été notre devoir. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à vous. Nous avons un invité sur ces plateaux. Il s'agit de Monsieur Norbert Yamba. Il est le directeur du cabinet du VPAM de l'Intérieur, mais je les reçois aussi en tant que panafricaniste. Monsieur Norbert, bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir, merci pour l'invitation, madame. Ok. Alors, il y a pas mal de sujets, madame, messieurs, que nous avons retenus ce soir pour vous. On va parler notamment de l'actualité qui n'est rien d'autre que cette 9e édition des Jeux de la francophonie qui se déroule bel et bien à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. On va aussi notamment parler de la situation sécuritaire en RDC. Quand je parle de RDC, c'est pas seulement la situation de l'Est, on parle aussi de la situation sécuritaire dans la capitale quinoise et pourquoi pas aussi parler du processus électoral en République démocratique du Congo. Vous le savez que notre pays vibre déjà au rythme des élections. Bientôt, là, on va entrer dans la phase de la campagne électorale et puis aller élire nos dirigeants. Alors, M. Norbert Yamba, on va directement prendre le premier sujet qui n'est rien d'autre que cette 9e édition des Jeux de la francophonie. Vous êtes le VPAM de l'Intérieur, vous êtes panafricaniste, mais j'aimerais d'abord avoir votre avis, vos impressions par rapport au déroulement de ces Jeux de la francophonie. Merci madame pour cette question pertinente, surtout à ce moment où tout vibre autour de la francophonie. Ok. Certainement que ce sont tous ces pays qui parlent la langue française, oui, et qui se retrouvent dans cette solidarité linguistique, etc., pour faire organiser des jeux au Congo-Kinshasa, pays qui ne donnait pas, en tout cas, l'impression de pouvoir accueillir d'autres personnes. Parce qui n'attirait pas l'attention du monde. Oui. Surtout pas. Oui. Et que les gens pensaient que bon, quand on arrive au Congo, on va mourir tout de suite. Il y a la guerre. Il y a la rébellion, il y a les milices. Il y a les kidnappeurs, etc. Donc, il y a tous ces qualificatifs-là les meurtres ont accompagné le Congo. Aujourd'hui, avec la volonté très volontariste du chef de l'État, relayée par son gouvernement, au travers le ministère de l'Intérieur et Sécurité, dirigé de main de maître par son Excellence Peter Kazadi. Et voilà, tout le monde est en train d'observer que ce n'est pas le Congo, c'est peut-être un autre pays. Et je les rassure. C'est toujours le Congo. Toujours le Congo. C'est toujours le Congo. Et il faut donc minimaliser les impressions, les préjugés. Il faut plus encourager les gens à travailler. Et voilà, maintenant qu'on a décidé de travailler, on est en train de mettre de l'ordre. Certainement qu'on ne va pas tout terminer le même jour. Oui. Mais en tout cas, c'est une unité d'observation. Ce que nous sommes en train véritablement de travailler avec à ce moment de la francophonie. Donc les mesures ont été prises en amont. Et les mesures seront prises en aval. Et entre les deux, je pense qu'il y a des dispositions transitoires qui permettent de maintenir le cap pour que la sécurité véritablement se construise. Vous avez vu, avec tous ceux qui sont en train de kidnapper les gens, etc., mais avant la francophonie, on a voulu quand même assainir ça. Mais il faut organiser la police, il faut organiser les services de sécurité, etc. C'est un travail qui se fait dans l'ombre. Il ne faut pas croire que bon, c'est là, c'est automatique. Ah non! Combien de fois on n'a pas assisté à des kidnappings? Combien de fois on n'a pas assisté à des viols à main armée, etc. Et si on réduit la dose, c'est qu'il y a un travail qui s'est fait dans l'ombre et qui permettent véritablement de redramatiser, de dégonfler tout ce que nous avons comme violence organisée par des hommes irresponsables. Donc, je rassure à tous ceux qui croient que le Congo est dans un pays d'insécurité. Certes, nous avons certaines parties de notre pays qui sont en l'insécurité, notamment l'Est de notre pays. Ça c'est déjà connu. C'est connu. Apparemment, ça s'élargit petit à petit. Il faut faire la comptabilité. Combien de pays sont dans une situation d'insécurité? Combien de provinces? Et même à l'intérieur de la province, combien d'entités sont dans l'insécurité, etc. Et je crois que les entités qui sont dans la sécurité, c'est-à-dire la sécurité perçue comme l'absence de la guerre,
sont plus nombreuses, alors je disais des provinces, que celles qui sont véritablement en situation, qui véritablement constituent un défi pour le gouvernement de la République, de manière à remettre de l'ordre, à mettre les gens en confiance et à construire une dynamique vers la vraie paix. Parce qu'une certaine paix n'est pas la paix certaine. Okay. Mais ce n'est pas une raison de minimiser parce qu'il y a moins des provinces qui sont dans l'insécurité. Aujourd'hui, l'insécurité atteint la capitale qui est Kinshasa. Alors, vous êtes mieux placé. Vous l'avez évoqué tantôt, là, vous avez survolé. Mieux placé pour nous dire qu'est-ce que vous prévoyez pour que la paix ou bien la sécurité règne totalement dans la capitale, Kinshasa. Le président de la République l'a toujours dit, et pas besoin de le répéter, que construire la sécurité suppose requinquer les différents services de sécurité. Ce sont ces services qui ont reçu mission de pouvoir assurer la sécurité de notre peuple. Mais attention, attention. Ils sécurisent qui? La population. La population. Et donc il faut avoir la collaboration. Et leur bien aussi. Il faut avoir la collaboration de la population. Lorsqu'on veut construire une sécurité, essentiellement avec les services de sécurité, sans associer la population, on ne va pas loin. Comment associer la population? Associer la population suppose que, bon, voilà, on est dans un quartier. Il peut y avoir des hommes et des femmes qui posent des actes incontrôlés, de violence, d'insécurité. Mais ils ont des familles, ils ont des amis. On a besoin véritablement que cette information arrive en destination. C'est-à-dire dans un service de sécurité qui a prérogative de pouvoir prendre des décisions stratégiques. Ça, on en a besoin. Si la population ne collabore pas, vous n'allez pas avoir véritablement la sécurité. Et d'ailleurs, excusez madame, aujourd'hui, la vice-primature de l'intérieur, sécurité, est en train de faire des réformes agissantes et agressives autour de la question de la sécurité, qui pose la problématique de plusieurs acteurs et qui permettent à ces acteurs d'interagir pour construire la performance sécuritaire. Ce qu'on appelle la gouvernance sécuritaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, il y a un décret du Premier ministre qui détermine ce que nous appelons la gouvernance sécuritaire. Et cette gouvernance sécuritaire est compartimentée à des niveaux. Et vous avez le niveau provincial, qu'on appelle le comité provincial de sécurité. Et ce comité de provincial de sécurité a une configuration institutionnelle. Ok, c'est composé de... Est composé d'abord de services de sécurité. Vous avez la DGM, le service d'intelligence, le renseignement. Vous avez la police, vous avez les cours et tribunaux. Vous avez d'autres services de la protection civile, en fait, qui ne sont pas généralement connus, mais qui en réalité participent naturellement à cette organisation. De manière agissante, c'est ça le problème, oui. Et vous avez également la société civile. Il y a des acteurs non étatiques qui sont très intéressés par rapport à la question de la sécurité et qui défendent les intérêts de la population autour de la construction de cette sécurité. Et donc vous avez là un groupe ou une organisation qui regroupe à la fois les acteurs étatiques, que je venais de citer, et vous avez les acteurs non étatiques, qui sont les associations de la société civile. Et ensemble, on échange les informations, on se répartit le rôle, et chacun fait sa partition. Et ça, il n'y a pas longtemps, nous venons d'octroyer ces décrets du Premier ministre, des mesures d'application, parce qu'il n'y en avait pas. Et avec la collaboration de tous ces services et des acteurs de la société civile, on est arrivé à avoir des mesures d'application. Et il n'y a pas qu'au niveau de la province, et cela se répercute même au niveau des entités territoriales décentralisées. Vous avez, au niveau de la ville, vous avez ces comités urbains de sécurité. Vous avez au niveau de la commune, vous avez le comité communal de sécurité. Vous avez au niveau des secteurs et des chaufferies, comité de secteur de sécurité. Et donc, à ce niveau-là, il y a un partage de rôles, il y a un cadre de concertation entre les acteurs étatiques, les services de sécurité et la population regroupée au sein de la société civile. On échange les informations, on peut faire des investigations, etc. Et la population peut aussi monitorer, c'est-à-dire évaluer la performance des services de sécurité, en faire rapport à la hiérarchie.
C'est très important. Mais c'est ça, que cela soit pris en compte, c'est ça le problème. Parce que des fois, la population peut appeler la police et les policiers disent, bon, on n'a pas assez d'armes, je sais rien faire face à cette situation. Il faut que la police réagisse favorablement à la demande de la population. Tout à fait. C'est comme ça qu'on organise les choses, de telle sorte qu'il y ait rapprochement, qu'il y ait proximité. Et j'ai posé un postulat de base où je disais que le chef de l'État voudrait que tous les services de sécurité soient requinqués. Ok, très bien. Le service de renseignement doit être un service d'intelligence. Ok. Mutandis pour la DGM, pour les cours et tribunaux, pour la police, etc. Et de la même manière, dans le même programme. Et ça, ce sont des réformes que nous sommes en train d'apporter au niveau du ministère. Dans le même programme où on veut requinquer la DGM, on veut requinquer, la police nationale, on donne un budget aussi à la société civile. Parce que la société civile a un rôle de la construction, de participation à la gouvernance sécuritaire. Un grand rôle à jouer. Et alors maintenant, la société civile n'a pas aussi de moyens. Il faut recourir, je ne sais pas, aux partenaires techniques et financiers extérieurs, etc. Et ces partenaires ne sont toujours pas disponibles. Et même s'ils sont disponibles, ils ont leur thématique ils ont leur priorité, c'est ça, oui. Ils ont leur priorité. Et donc, il faut faire en sorte que la société civile du Congo soit une société civile qui soit soutenue par le gouvernement de la République, au travers des cadres de concertation qui sont mis en place, au travers les actions qui doivent véritablement mener sur le terrain. Donc, nous avons là des missions importantes. La mission de gouvernance sécuritaire, c'est-à-dire on participe, on échange des informations, chacun agit selon ses compétences, mais aussi une mission de contrôle, qu'on appelle le contrôle citoyen. Les citoyens connaissent que le programme prévoit de faire ça. C'est confié à la population. Bien entendu, c'est confié à la population, mais à des corps intermédiaires qu'on appelle des acteurs de la société civile. Mais tout ça, ça demande une sensibilisation parce que moi, je me dis, les Congolais moyens qui habitent, par exemple, au fin fond de la ville, Massina, peut-être plus loin, encore avancé plus loin, est-ce qu'ils comprennent au moins ce que vous dites là? Mais nous sommes en train d'organiser. De vulgariser, oui. D'organiser non seulement la vulgarisation, mais un processus qui s'institutionnalise. Hier, la population ne faisait pas partie, n'est-ce pas, des organes étatiques qui fonctionnent avec les moyens de l'État. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes en train véritablement d'institutionnaliser la participation de la population, etc., de telle sorte que cette participation permette, n'est-ce pas, à la population et les acteurs étatiques de se répartir le rôle et de se compléter de manière à mutualiser leurs efforts. Et cela permet naturellement que nous puissions y réussir. Mais écoutez, est-ce que il y a sensibilisation? Moi, j'ai dit déjà le cadre. Le cadre est là, où on voit côte à côte les acteurs étatiques et les acteurs de sécurité et la population répartis au sein des associations de la société civile. Ils sont côte à côte. Et ils échangent des informations. Et la population revient de son côté pour donner information aux autres. Dehors de cela, on organise des séminaires, on organise de colloques, on organise de grandes rencontres, de concertations, etc. Et ça permet de vulgariser non seulement la loi, mais également les modalités opératoires de fonctionnement. Ok. Alors, souvent, vous avez l'habitude de donner des numéros verts qui ne sont même pas maîtrisés par la population. Donc, il faut toujours insister aussi sur ça, par rapport aux numéros verts que la population peut utiliser facilement pour contacter la police, étant donné que vous êtes dans le ministère qui soutient un peu la sécurité de personnes de l'air bien. Tout à fait. Aujourd'hui, nous sommes en train de régulariser les numéros verts. Ok, très bien. Tous les instruments sont là, les machines, compagnie, etc. Et il reste, et nous y travaillons d'ailleurs, presque chaque jour, pour que finalement, ces numéros verts soient rendus opérationnels. Nous sommes en train aussi de mettre en place un call center. Ça sera intéressant, oui. Pour recevoir quand même, des réactions, des briefings pour nous dire, voilà, ici on est attaqué, dans voilà, quel quartier, ici, tout ça. Il faut faire intervenir la police, compagnie, etc. Nous sommes en train Mais ils seront aussi souples.
Oui, bien entendu, mais nous sommes en train de construire un état d'esprit. On ne va pas rester comme des idiots. On a vu que tout ce que nous avons fait ne nous a pas donné de résultats. Il faut donc revisiter notre façon de faire. Il faut revisiter notre comportement, nos attitudes et notre état d'esprit. Et il faut aller dans cette direction-là, sinon il n'y aura pas de transformation. Et donc, nous sommes aussi en train de travailler dans les centres d'identifier toutes les voitures taxis. Parce ça, vous le dites souvent, là, mais rien n'est fait, oui. Tout ce qui se passe avec les phénomènes kidnappés, oui. Et donc, ce sont des voitures. Maintenant, mais qui étaient identifiées par l'hôtel de ville. Oui, on va les identifier. Encore, en collaboration, bien entendu, avec l'hôtel de ville. Donner le numéro des propriétaires de ces voitures. Les numéros des propriétaires. Des propriétaires. Et non des chauffeurs. Non. Et les numéros des propriétaires de ces voitures. Et pourquoi? Vérifier en bonne et due forme au niveau de service de la DGI qui leur octroie les immatriculations, etc. Et afficher ces numéros dans les trois côtés, gauche, droite et par derrière. Le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone du propriétaire. Non seulement il a identifié, mais il a identifié avec son numéro. Et tout citoyen qui voit une bêtise dans le chef, par exemple, de telle ou telle voiture, est capable d'appeler, n'est-ce pas, le propriétaire, pour lui dire, voilà, votre voiture, fais ceci, ton chauffeur fait cela, etc. Mais comment ils peuvent appeler, Excusez. S'ils sont drogués, ils vont appeler quand? Non, j'ai dit que les citoyens qui est victime de ceci, et même s'il est drogué, mais il y a aussi d'autres qui voient comment on est en train de kidnapper. Même si on kidnappe, on s'en va, mais on peut bien tirer le numéro et on peut, n'est-ce pas, appeler. Au même moment qu'on appelle les propriétaires, c'est au même moment qu'on appelle le call center. Le centre pour informer directement, la direction. Nous avons vu telle voiture qui a posé tel acte. Certes, l'information arrive en destination parce que le propriétaire en est saisi, mais également, on a appelé la police pour intervenir rapidement parce que la situation est gravissime. Voilà comment nous entendons nous battre, non seulement en termes de la structuration institutionnelle, où tous les services doivent être mis en branle, la population doit y participer, mais également l'identification. Et il faut également... Mais à part les numéros, il faut mettre encore quoi, la photo? Nous n'avons pas... Nous croyons que lorsque on identifie pas des numéros... Déjà les numéros de téléphone. Les numéros de téléphone vérifiés à la source. Vérifier à la source si la personne qui donne la personne doit aussi se présenter en tant que propriétaire du véhicule, tout ça. Et bientôt, cet exercice va se rendre opérationnel. Et puis bon... vous savez, la situation, à une certaine ère, on ne trouve pas des policiers de roulage, etc. Et donc, nous sommes en train d'y réfléchir avec les responsables pour voir jusqu'à quelle heure les roulages peuvent rester. Comment on peut faire on peut faire des remplacements aussi, en fait. Toute la soirée, bon, déjà à 18h, il n'y a presque plus de roulage sur la route. Même pas un policier sur la route. Et là aussi, c'est un défi. C'est un défi. Certainement qu'on n'a pas beaucoup de policiers que l'on croit. Certainement qu'on n'a pas beaucoup de moyens que l'on croit. Mais il faut faire avec. Donc, le nombre de policiers est insuffisant pour la ville de Kinshasa. Certainement qu'on est dans un processus de recrutement. On a déjà 13 000 qui sont déjà en stage. Mais il faut recruter davantage pour couvrir l'ensemble du territoire national parce que c'est un défi sérieux. Ok, alors revenons à la francophonie. Là, vous avez fait sortir votre touche particulière en tant que directeur des cabinets du VPAM de l'intérieur. Alors, comment vous vous organisez pour la réussite de ces Jeux de la francophonie en termes sécuritaires? Mais c'est justement tout ce que je viens de développer concerne également toutes les manifestations qui sont opérationnelles dans notre pays. La francophonie en est une. Et donc, si nous avons une police requinquée, vous voyez même la tenue des policiers aujourd'hui, etc., on est en train d'échanger. Et d'ailleurs, au niveau du ministère, nous sommes en pourparlers avec des partenaires. Pas pour parler, on est même suffisamment avancé parce qu'il y a des protocoles d'accord qui sont véritablement signés, qui vont drainer encore les équipements pour nos policiers, etc. Mais en attendant, voilà, on fait avec. Donc, durant 10 jours, ces gens seront vraiment sécurisés. Ils sont sécurisés. Les ordres ont été donnés et les stratégies ont été montées, rendues opérationnelles. Parce que, croyez-moi, nous avons un personnel
de sécurité très professionnels. Certainement que les difficultés... Qui sont bien aussi formés, c'est ça? Bien entendu, très bien formés. Okay. Et les difficultés de parcours posent parfois des problèmes, etc. Mais quand même, lorsqu'on a la volontariste de faire changer les choses, et lorsque tout le monde se sent patriote, je pense qu'on peut relever le défi. Et le vrai défi, c'est de s'impliquer pour que le Congo change et fonctionne autrement. Ok. Quand je vois la francophonie, je vois pas seulement le déroulement des Jeux de la francophonie, mais je vois de l'autre côté après aussi la francophonie. Parce que généralement, ça, il faut pas s'y voiler le visage. Après la francophonie, les endroits où on a peut-être, qu'on a, des infrastructures qu'on a quand même bien arrangées, bien ornées, deviennent maintenant les logements de Chegué. Alors, qu'est-ce que vous prévoyez en tant que ministre de l'Intérieur? C'est un problème d'attitude, c'est un problème... d'état d'esprit, c'est un problème de comportement, certes, qui s'est consolidé, cumulé pendant plusieurs années, et qui devient un défi. Voilà, un défi. Et pour nous, certainement, vous avez utilisé un concept assez important, la vulgarisation, mais aussi une sanction positive et négative. Quand on a un site, on a un chez-soi, on ne vient pas détruire. Okay. Et quand vous détruisez, eh ben, il y a des sanctions correspondantes. Je pense. Et c'est comme ça qu'on vous dit que tous les services de sécurité doivent être requinqués. Requinqués suppose avoir l'équipement nécessaire, avoir la responsabilité, assumer la responsabilité nécessaire pour construire l'ordre public. Alors maintenant, tous ces sites-là, certes, doivent être confiés au ministère concerné, avoir un personnel qui fait le suivi, etc. Et en collaboration avec vous, quand bien même. Entendu, avec les services de sécurité. Bon, écoutez, tous les ministères ont une portion de responsabilité, mais ils sont en interaction dynamique. Il n'y a aucun ministère qui puisse opérer en solo. Non, tout est complémentaire, tout est globalisant. Donc, nous sommes en interaction avec le ministère de tutelle, mais chacun doit jouer sa partition pour ne pas piétiner dans les bandes de quelqu'un. Quand vous parlez là, je sens vraiment que dans une année, il y aura tellement de sécurité à Kinshasa qu'on pourra circuler librement. Non, notre volonté, c'est de construire la sécurité dans notre Quand on voit un policier, on se sent en sécurité. Bien entendu. Et non, on a peur parce qu'on sera peut-être dépouillé de tout là. C'est comme ça que le président de la République ne cesse jamais de dire que le policier doit être l'ami de son frère civil. Certainement que les petites difficultés poussent nos frères parfois à poser des actes incontrôlés. Mais écoutez, si tous pouvaient bien poser ces actes, on serait en insécurité permanente et récurrente. C'est que quelque part, il y a des gens qui posent, qui sont minoritaires, et il y a des gens qui respectent. Encore que il ne faut pas se fier à ça. Il faut plutôt chercher des solutions pour chercher pourquoi ils posent ces actes. Et s'ils posent ces actes simplement parce qu'ils n'ont pas quoi manger, même s'il y a des gens qui ont quoi manger, mais qui continuent à voler, on ne sait pas pourquoi. Donc c'est une question de vocation de tout et chacun. Mais en tout cas, il faut travailler pour améliorer les conditions de vie des policiers. Et ça, c'est la vision gouvernementale pilotée par le chef de l'État, qui est le leader naturel de ce compartiment. Surtout ça. On va prendre l'autre volet, Michu Yamba, volet panafricanisme. Je vous ai présenté en tant que panafricaniste. Qu'est-ce que la RDC? En fait, quelle est la vision de la RDC par rapport à ces Jeux de la francophonie? En d'autres termes, qu'est-ce que nous allons présenter comme valeur? Madame, francophonie. Francophonie, ce sont les pays qui parlent la langue française. Ok. Vous allez m'excuser parce que quand je porte ma casquette... C'est ça? Vous changez de traitement de casquette? De panafricaniste, je n'aime jamais intervenir sur ces questions comme ça. Parce non, ce sont des valeurs. Pourquoi nous, on est francophone? Pourquoi on est francophone? Là, vous êtes contre la francophonie maintenant, là? Non, je dis, mais on est francophone, pourquoi? Parce qu'on parle français. Ah, voilà. Et pourquoi les Français ne peuvent pas être des lingophones? Parce qu'ils dominent. Il faut continuer à la domination. Vous savez, madame, il y a des choses pour lesquelles l'intellectuel, la classe politique, doit commencer déjà à mettre sur la table et se poser des questions. Ok. Vous arrivez en Amérique, vous ne trouvez nulle part tel groupe d'Africains, tel groupe d'Américains à avoir
une dénomination africaine. Non, rien. Rien du tout. En Amérique. Alors, nous ne sommes pas nés français. Ok. Le français, c'est une langue. Et vous savez que la langue, c'est l'identité d'un peuple. Oui. C'est la langue qui communique l'intelligence et le génie d'un peuple. Et on nous a arraché même notre langue. Au point d'abandonner le lingala, d'abandonner le swahili. Écoutez, langue nationale, langue internationale. Eh bien, écoutez, arrêtez. Et donc, nous ne sommes pas francophones, nous ne sommes pas lusophones, nous ne sommes pas anglophones, nous ne sommes pas espagnols. Non. Non, nous sommes africains, nous sommes congolais. Il ne faut pas profiter des groupes comme ça, etc., pour continuer à nous dominer, où il y a un seul pays. France-Afrique. France-Afrique. France et l'Afrique. 70 millions d'habitants. Oui, et l'Afrique qui englobe 1,3 milliard tout un continent, là. 1,3 milliard qui part sur invitation d'un pays qui n'a pas son potentiel. Ah bon? Tu vois? Oui. Vous avez suivi dernièrement Afrique russe. Russie. Sommet Afrique-Russie. Un seul pays qui englobe tout un continent. Un continent de 30 millions de kilomètres carrés. Oui. Et vous entendez, même la Turquie se donne ce luxe-là d'appeler Turquie, sommet, Turquie, Afrique. Chine, Afrique. États-Unis, Afrique. L'Angleterre, Afrique. Allemagne, Afrique. Et les Africains sont contents, tout comme tout là, ils sont en train d'aller dans ces différents endroits, etc. Oui. Et la francophonie fait partie des instruments de domination et de pénétration. De la même manière que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Et de la même manière, cette fameuse coopération structurelle, coopération décentralisée, etc. Les assistants techniques qui viennent, etc. La religion, les systèmes politiques, la démocratie, le système économique. Tout ça, c'est importé. Ça vient toujours des Blancs. Non, ils ont organisé pour nous assujettir, pour nous clochardiser, pour nous ligaturer, pour nous ligoter. Ah bon? Et nous sommes des prisonniers. Regardez. Oui. Pourquoi il y a beaucoup de pays africains qui sont arrivés ici, etc. On fait le G. Alors, pourquoi vous êtes en Afrique et puis bon, c'est la francophonie. Pourquoi nous ne pouvons pas nous organiser nous-mêmes pour faire nos G? Mais parce que peut-être on n'a pas des idées innovatrices, peut-être. On n'a pas peut-être les courages, mais les moyens. Non, c'est le système du centre et de la périphérie. Okay. Ça, c'est bien expliqué par Samir Amin, qui vous dit que les centres s'est organisé pour considérer la périphérie qu'on nous dénomme comme étant le réservoir fournisseur de matières premières, etc., où on nous met dans un système hérocentrique à rentabilité externe. C'est-à-dire, il faut nous séduire, il faut nous bercer, il faut monter des hosties qui deviennent comme des chiens de chasse qui les ramènent du gibier. Et regardez comment on est content avec la francophonie. Et on est content comme tous les Africains pensent qu'ils sont au zénith et que la francophonie vous a amené quelque chose d'extraordinaire, etc. Écoutez, donnez-moi le nom d'une université qui a été construite par la francophonie. Donnez-moi le nom d'un hôpital construit par la francophonie. Donnez-moi le nom de 10 ou 15 personnes qui ont été envoyées dans des grandes universités à travers le monde avec la bourse de la francophonie. Alors, la francophonie sert à quoi? Ça m'a joué le jeu. Parce qu'ils ont... Excusez. Oui. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de voir un peu plus clair. Qu'est-ce que les Africains les Occidentaux ne disent pas? Les Africains, ils sont très forts en sport. Là, on va vous citer Michael. On gagne des médailles. Oui. Ils sont forts en danse. On va vous présenter Beyoncé, Spar, Noir, de son état, etc. On est très fort en boxe. Alors là, Michael Jackson, etc. Écoutez, nous ne sommes que ça. Nous sommes plus que ça. Okay. Et on doit pouvoir, si on veut vraiment déger chez nous, qu'on soit des moments où on essaye d'évaluer, de fouiner les héritages traditionnels pour dire qu'est-ce que nous avons été par le passé puissants, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous devenions impuissants et qu'est-ce que nous faisons pour devenir puissants de la même manière que les Occidentaux. Tu vois? Donc, tous les matériels utilisés dans les jeux de francophonie, ce sont des matériels occidentaux, payés
n'est-ce pas? Et il faut entrer de l'argent. Quand est-ce que nous allons organiser, n'est-ce pas, notre génie, produire par exemple des télévisions, produire par exemple des caméras, produire par exemple... Les Africains, les Congolais, produire des télévisions. Eh ben oui. On est encore loin. Non, mais écoute, il y a un Zimbabwéen qui a fabriqué une télévision sans, comment on dit... même s'il n'y a pas de courant, on peut l'allumer. Ça, c'est une invention. Ah bon? C'est fantastique comme invention. On l'a empoisonné, il a fallu mourir. Ah, c'est ça. C'est ça notre culture. Mais nous n'allons pas on arrêter. Ne supporte pas qu'une personne avance. Nous n'allons pas arrêter. Nous n'allons pas arrêter, il faut continuer. Ah. Il faut continuer, quoi. Mais non, écoutez, la francophonie, coup de chapeau aux autorités de la République. Au moins, ceux qui sont venus voir que le Congo n'est pas ce qu'ils pensent. Ça, au moins, ça, c'est l'élément le plus important. Oui. Le Congo n'est pas... En termes de diplomatie, quand même, on a gagné, oui. On a gagné en termes de réputation et de crédibilité. Oui. Qu'ils viennent et ils sont là, dans notre stade. Oui. Ils sont là, dans les différents sites. Et ils voient le Congo et le Congolais. Oui. Donc, nous ne sommes pas des idiots. Il faut qu'ils arrêtent à penser que nous sommes des idiots. Nous ne sommes pas les derniers de l'Afrique. Nous sommes une locomotive en Afrique centrale. Nous sommes la gâchette de revolver. Vous voyez, et donc, nous sommes un pays, encore qu'il faut visualiser ça, et donc je salue le président de la République pour avoir donné cette opportunité, pour que ceux qui viennent nous voir sachent que nous sommes véritablement debout et nous avons un leadership transformationnel qui peut changer véritablement le fonctionnement de ce pays. Oui. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est l'occasion aussi de voir ce que les gens de la francophonie viennent faire. C'est le jeu. OK. Et après le jeu s'arrête et il rentre. C'est pas grand chose. Alors maintenant, dans nous de réfléchir. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que cela se réalise à l'échelle africaine, où nous-mêmes, avec nos propres moyens, nous soyons en mesure de construire la solidarité intergénérationnelle. Si nous arrivons véritablement à comprendre cela, donc nous ferons un bon bondissement. Alors, si on devrait renverser la pyramide, puisque ce sont les Occidentaux qui prennent toujours les dessus sur l'Afrique, donc tout un pays qui englobe un continent. Alors, s'il fallait renverser la pyramide, qu'est-ce que la RDC prévoit? Mais la RDC, sous le leadership du président de la République, est en train de mettre en place des zones industrielles économiques. Ok. Vous savez que nous sommes dans une approche eurocentrique à rentabilité externe. On prend nos minéraux et puis on amène chez eux et ils ont des industries, ils transforment, ils ont des valeurs ajoutées, ils ont des plus-values, ils créent de l'emploi, ils créent des richesses, ils affectent rationnellement dans les différents secteurs de la République. Ils changent leur situation. Mais nous qui avons des matières premières, nous n'avons rien. Voilà. Et le président de la République pense que voilà, aujourd'hui, plus que jamais, il faut opter pour une autre alternative. Oui. Ça veut dire, en fait, au lieu que quelqu'un vienne et il prend, il s'en va en bride, écoute, qu'il y ait des zones économiques, industrielles, où l'on diminue. On fait des exonérations des taxes, et on produit ici, on transforme, et puis on peut commercialiser. À ce moment-là, il y a une chaîne de valeur ajoutée, et on peut arriver à engager les Congolais, à produire des richesses, à payer les taxes de l'État, les impôts, et on prend cet argent, on va ranger les routes, on va ranger les ponts, on va ranger le bac, etc. Ça, on en a besoin. Et ça, c'est la préoccupation du chef de l'État, etc. Tout ce voyage à travers l'Amérique, l'Asie, etc., l'Europe, c'est justement pour dire, venez, vous, investisseurs, soyons ensemble. Et donc, la perspective aussi, une fenêtre qui s'ouvre autour des PPP, partenariat public-privé, etc. Ça, c'est la vision du chef de l'État. Parce que nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que nous puissions couper avec eux. Nous ne pouvons pas couper avec eux parce qu'ils ont accumulé des richesses. Ils ont exploité nos richesses. Ils les ont accumulées. Et nous avons besoin de leurs investissements. De récupérer. Mais il faut rationaliser ces investissements. Au lieu que ça soit essentiellement... Comment pouvez-vous imaginer? Vous allez, par exemple, dans de telle ou telle province minière. Vous trouvez... Je ne vais pas parler de... Ça risque d'être un secret professionnel. Mais vous trouvez des entrepreneurs, des investisseurs étrangers, pas seulement occidentaux, mais asiatiques surtout. Ils ont comme maison, n'est-ce pas, les conteneurs. Vous imaginez? Ok. Vous imaginez quelle fragilité, quel dédain. Comment on peut venir investir dans un pays et vous investissez plus de 9 milliards de dollars et vous ne pouvez pas construire ne serait-ce qu'une maison? C'est ça. Parce que vous êtes juste venu... C'est que je ne peux pas construire chez vous, c'est ça, non? Tirer et puis s'en aller. Donc, tout ça, il faut... il faut les imposer alors. Bien entendu. Ils veulent investir chez eux et pas chez autrui. C'est pourquoi beaucoup de choses traînent, simplement parce que le chef veut voir un peu plus clair, il veut
aller dans le sens de pouvoir organiser rationnellement les choses pour que véritablement on puisse avoir ce que nous appelons la coopération win-win, gagnant-gagnant. Voilà. Quand vous parlez de valeurs, j'aimerais bien que vous puissiez expliquer quelles sont ces valeurs africaines. Non, les valeurs africaines, je voulais simplement dire que les valeurs africaines portent sur les génies africains. Les génies portent sur ce qu'on appelle le génie propre. Regardez, par le passé, il y avait des acteurs physiques qui seraient chez nous. À l'époque de l'Égypte antique, Afrique des Noirs, charbon. Et aujourd'hui, on n'a plus des astronautes africains. Et alors, c'est une valeur qu'il faut réhabiliter, qu'il faut reconstruire, qu'il faut reconstituer. Et on en trouve dans la société. Regardez, nous avons besoin de l'argent ici, etc. Mais il y a des gens qui savent chasser le foudre chez nous. Les Blancs ont fabriqué des paratonnerres. Nous aussi, on peut en fabriquer. Mais nous, c'est beaucoup plus spirituel. Il faut matérialiser. Mais c'est ça, la matérialisation, c'est-à-dire la fabrication de paratonnerres. C'est ce génie-là, c'est la connaissance qui vous permet de savoir comment fabriquer les paratonnerres. Il y a quelqu'un qui a réfléchi pour faire la caméra. Et ça a commencé par la pensée, ça a commencé par l'esprit. Mais cette personne a matérialisé, Et ça, mais non, c'est limite toujours dans l'esprit, dans les spirituels. Mais il faut qu'il y ait des hommes comme nous. Ah bon? Il faut qu'il y ait des hommes comme nous pour en parler, etc. Les gens résistent, les gens rejettent, mais ils finiront par comprendre qu'on attendra longtemps. Si on attend qu'on puisse véritablement appliquer le système occidental tel que nous l'appliquons aujourd'hui, on va attendre encore 5000 ans. Et ça sera dangereux parce qu'on va s'éloigner, notre culture va disparaître. Imaginez-vous que dans la rue, quand vous entendez quelqu'un parler en dialecte, etc., je ne passe pas à chaque toi qui parle ton dialecte, je ne connais même pas. Ben voilà. Et donc, tu écris. Non, tu ne parles même pas. Mais quand moi j'en parle, dans la rue, qu'est-ce qu'on dit? Non, ce type-là, Mouta, etc. Tu vois, au point où on s'éloigne de notre identité. Alors, comment on peut construire une identité commune dès lors que nous refusons notre identité? On n'a plus de référence. Ah bah voilà. Donc, dans 50 ans, il y aura des gens qui ne parleront plus leur langue. Parce qu'aujourd'hui, Nacha, je sais que tu es chez toi, mais tu as tes enfants, tu parles seulement français. Français toujours. Et si quand on est anglophone, on parle anglophone, anglais. Tu vois. Et alors maintenant, on croit qu'on est civilisé parce qu'on parle français. Ah non! Comment tu peux être civilisé au moment où tu ne connais pas les fleurs qui sont derrière vous à votre langue? Vous voyez, vous ne savez pas le petit de ce fleur-là. Donc nous avons un problème réel de restauration de notre spiritualité authentique au travers de nos héritages traditionnels pour réincarner la divinité de Dieu dans notre corps humain. Alors, M. Mbemba, on s'approche petit à petit vers la fin de notre émission, mais j'aimerais bien qu'on puisse aborder le dossier Chériba Okende, qui était votre frère, qui était un politicien et puis un ministre honoraire. Dans quel état d'esprit ou bien comment suivez-vous ces dossiers? Madame, c'est pas bon de me poser ce genre de questions. Puisque c'est l'actualité. J'ai reçu le message de la mort de Chériba Okende, qui était un frère, un ami, avec qui on s'est beaucoup battu avant qu'on soit politique. Et voilà. On a tissé des amitiés, et surtout qu'on est des mêmes communautés sociologiques. Et donc, Chériba était pour moi un être sosie. Un être sosie parce qu'on se battait. Parfois, on s'est très choqué. On était parfois on avait des divergences. Mais il était représentatif d'un peuple, d'une communauté, d'une dignité. Quand j'ai réussi cette triste nouvelle, j'ai eu un coup. Je n'ai pas eu d'appétit à manger. 2 jours durant, je suis resté pendant tout ce temps comme ça en train de réfléchir. J'ai dit, mais où va notre société? Si on va éliminer les meilleurs d'entre nous, où va notre société? On tombe dans la déliquescence totale.
Et donc, j'ai eu la chair de poule. J'ai eu même... à un moment donné, je lui dis, à quoi ça sert la vie, à quoi ça sert? Mais on peut mourir d'une mort naturelle. Oui. Mais lorsque on reçoit des balles, et des balles, vous voyez la haine, l'acharnement, il faut voir le corps. Moi, je dis, qui fait ça? Est-il un humain? Mais c'est quoi au juste? Donc, cette mort est une mort tragique. Plus jamais ça, s'il vous plaît. Plus jamais ça. Et un homme pacifique. Un homme modéré. Mais un homme qui respecte un peu le principe. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Mais du côté du ministère, et là je porte ma casquette. Oui. Je dis que le chef de l'État l'avait dit, et puis on a besoin de le répéter, que les enquêtes doivent aller jusqu'au bout. Okay. Cela a été relayé même par mon chef, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour que finalement on établisse les responsabilités. Okay. Sinon, on va aller d'irrégularité en irrégularité. Et là, je crois qu'une commission doit être mise en œuvre pour que finalement on nous présente les auteurs de cet assassinat ignoble, lâche, complexé. Je suis désolé. Voilà. Je sais que vous parlez avec beaucoup de passion parce que c'est votre frère. C'était votre frère, vous l'avez dit tantôt. Quand vous parlez, il y a une question qui m'est venue à l'esprit. Puisque vous êtes dans le ministère de l'Intérieur, son garde du corps et son chauffeur sont aux arrêts, sont pointés du doigt. Vous, en tant que intérieur, là je vous vois comme ça, sécurité, quelles sont les dispositions que vous avez prises? Parce que, est-ce que ces gardes-corps ne peuvent pas avoir un serveur pour être gérés et voir comment les discipliner? Parce que c'est une situation qui se répète un peu. Quand on voit l'autre régime, il y avait le garde-corps associé et aujourd'hui, Chéribin, garde-corps associé. Mais qu'est-ce que vous avez prévu pour que cette situation ne se répète plus, comme vous l'avez dit tantôt là? Non, n'agissons pas dans l'émotion. Okay. Il faut dégonfler la tension, oui, et prendre des mesures correspondantes sans émotion toxique. Okay. C'est la responsabilité qui est la nôtre et nous sommes pas engagés dans le processus de réforme et de réformes majeures. Et ces questions ne sont pas acceptées. Okay. Cependant, étant donné que la justice a pris ses responsabilités, et plus personne ne peut parler de ces questions. Okay. Il faut attendre la justice établir des responsabilités. Nous sommes dans une approche de repartition des rôles. Okay. Et donc, cette partition-là, c'est la justice. Et nous verrons ce que nous pouvons nous faire de notre côté au regard des compétences qui nous sont reconnues. Voilà. On va terminer avec le processus électoral en RDC. La CENI fait bien son travail. Les trains de la CENI en marche. Vous êtes toujours dans le ministère de l'Intérieur. Il y a des provinces touchées par la guerre, surtout la guerre de l'Est. Comment vous organisez pour sécuriser le processus électoral? Non, le processus électoral sera sécurisé. Sur les différentes provinces qui sont en difficulté aujourd'hui, oui. Nous avons les enrôlements, toute la sécurité mise en place dans les 25 provinces. Et il reste la province du Nord Kivu et une partie de Kwamut ici, okay. dans la province du Maïndomé. Où c'est localisé dans Kwamut, même si à des moments on assiste à une sorte de ramification qui ne dit pas son nom. Mais les équipes déployées sur le terrain sont en train de maintenir la sécurité. En tout cas, en termes de taux de désordre, d'attaque, etc., ça a sensiblement diminué au regard des actions qui ont été menées par le gouvernement au travers du ministère de l'Intérieur. Parce qu'en fait, on a mis en place des rencontres entre les TK et les Yaka, etc. On a donné une orientation aux différents partenaires qui interviennent sur cette question des conflits, etc. De pouvoir focaliser
et naturellement les réactions autour de la décrispation, de la dédramatisation des relations entre ces deux communautés. Mais aux dernières nouvelles, étant donné que le calme est en train de renaître, ce côté-là sera, que dirais-je, la sécurisation est déjà là et l'enrôlement pourra se faire sans problème. Sans problème. Je dirais ça, c'est pas du côté du Nord Kivu. Mais ne passe pas le Nord tout Kivu dans son ensemble. Okay. Vous avez Rutshuru, vous avez Masisi. Voilà. Ce sont deux territoires qui sont concernés. Et le reste, on a fait dans les enrôlements et tout va comme il se doit. Mais le gouvernement de la République, qui est le garant de la sécurité des personnes et des biens et de leurs biens, souhaite, au regard de l'arsenal diplomatique, militaire, politique mis en place, que, en ayant le délai des élections, que tous ces territoires-là seraient libérés et que ces territoires organiseront les élections. Donc, croyez-moi, même la CNI avait déjà pensé, n'est-ce pas, garantir ces territoires-là. Vous savez, Masisi, Rutshuru, etc., il y a 16 sièges qui sont restés pour le Nord Kivu, hein, pour que le moment venu où le calme revient, à ce moment-là, on peut organiser les enrôlements et les élections. Les équipes sont sur le terrain et le travail se fait chaque jour. C'est comme ça que tout le temps le président de la République est toujours avec son bâton de pèlerin pour discuter avec les différentes parties prenantes de manière à ramener la paix tant souhaitée. Voilà, nous restons jusque-là optimistes. Monsieur Norbert Yambamba, regardez tout ce qu'on a pu parler durant cette émission. Vous allez donner votre conclusion. Merci, madame, pour l'opportunité que vous me donnez à ce moment où nous sommes en train de passer des moments de francophonie. Francophonie nous a à double identité. La première identité, c'est que la francophonie a permis de montrer au reste du monde de quoi le Congo est capable de faire lorsqu'il y a la paix. Il faut sillonner dans les différents sites pour se rendre compte que vous n'êtes pas à Kinshasa. Et cela a permis, moi, j'ai des amis qui sont arrivés, qui me disent, mais Norbert, mais pourquoi vous dites qu'au Congo, ça ne marche pas? Ils ont changé de langage. Ils ont changé de langage. Oui. Ben, il faut toujours des occasions comme ça. Quelqu'un disait, mais écoute, le monde entier s'est mobilisé avec la guerre, le combat Ali Foreman, mais aujourd'hui, c'est la francophonie. Okay. Coup de chapeau au président de la République, coup de chapeau au Premier ministre, et tous ces ministres, coup de chapeau aussi à mon ministre, qui est mon chef direct, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières, qui ne dort pas. En tout cas, il nous fait travailler jusqu'à tard la nuit, justement, pour que tout soit mis de telle sorte que qu'il n'y ait pas qu'une goutte d'insécurité. Et donc, nous saluons la francophonie et nous voulons, au travers de cette francophonie, tirer des leçons pour dire, outre le jeu, il faut que demain, qu'il y ait des gros investissements qui permettent aux pays francophones, parce qu'on aime bien les Français, qu'on voit des universités construites avec les fonds de la francophonie, des hôpitaux, des routes, etc. Voilà. Et que même dans les choix des gens qui peuvent diriger la francophonie, qu'on ne pousse pas. Comment prendre un pays de 26 000 km² où il y a moins de locataires français, et donc c'est parce que la volonté de la France, il faut donner à ce pays qui a un contentieux avec lui. Vous voyez ce que cela représente? Parce que c'est la France a dit. Oh, la France a 65 000 habitants. Okay. Le Congo a 100 millions d'habitants. Oui. France a 65 millions, je voulais dire. Aujourd'hui, probablement 70 millions. Je suivais ça. Et donc, le pays
démographiquement plus grand que tous les autres pays francophones. C'est le Congo. Et nous ne manquons pas des gens qui peuvent véritablement défendre la francophonie. Et donc, nous avons intérêt, sincèrement, que ces différents regroupements idéologiques, linguistiques, politiques, disséminés à travers le monde, qui ont siégé nos pays, qui ont picoté nos richesses, etc., se transforment. Il y a une réalité de l'histoire. Le monde est en train de rouler. Et s'ils ne prennent pas conscience de ça, par rapport aux mensonges, à l'hypocrisie habituelle et récurrente, ils en auront pour leur compte. Mais pour le reste, la sécurisation continue et fait son chemin. Nous sommes rassurés que ces activités, cette 9e édition, cette 9e édition doit se terminer dans de bonnes conditions et que les Congolais ont pris conscience en dehors même de l'organisation de cette sécurité. Les Congolais sont en train de prendre conscience que notre pays a besoin d'une crédibilité et que maintenant que nous avons montré que nous sommes capables de faire des choses lorsqu'on est dans la paix, il faut maintenir la paix jusqu'au bout. C'est comme ça que nous allons devoir relever le défi. Et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté de notre peuple. Merci beaucoup, Monsieur Yamba Yamba, d'avoir répondu à toutes nos questions. En tout cas, merci. Madame, Messieurs, vous comprenez que c'est un panafricaniste qui nous parlait. Donc, il a ça dans les sangs. Merci. C'est pas la haine, c'est pas la rébellion, mais c'est une façon de tirer au filet pour qu'on comprenne que tous ces instruments internationaux viennent essentiellement pour un but bien déterminé au profit des puissances d'argent. Voilà, une prise de conscience, on va gagner en beaucoup là. Madame, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ces magazines Rendez-vous du soir. Je recevais pour vous Monsieur Norbert Yamba Yamba, il est le directeur du cabinet du VPAM de l'intérieur, mais il a aussi intervenu en tant que panafricaniste. On a parlé des dossiers tels que la 9e édition des Jeux de la francophonie. On a parlé de la situation sécuritaire au sein de la ville-province de Kinshasa. On a parlé du processus électoral et pourquoi pas du dossier Chériban Kende. Alors, je dis merci à toi, Andrick, de nous avoir accompagnés. Merci, Papa Freddy Ledoyen. Merci à toi, Obed. Merci aussi à Lazik Makoukoula. On va se retrouver prochainement pour un autre numéro. À très bientôt. Bye bye.